côté, vous êtes biologiste spécialisé en botanique et mycologie, vous me dites si je me trompe pas. Vos champs de recherche concernent notamment la symbiose, en particulier le domaine de l'évolution et de l'écologie. Agrégé de sciences naturelles en 1991, vous avez ensuite soutenu votre thèse de doctorat en biologie sur la génétique des populations de champignons. Maître de conférence à l'université de Pierre et Marie Curie, vous dirigez ensuite des recherches à l'université de Paris-Sud, vous enseignez ensuite à l'université de Montpellier dans les années 2000, et vous effectuez vos recherches au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Depuis 2013, vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Au sein de l'Institut systématique évolution biodiversité, vous dirigez l'équipe interaction et évolution végétale et fongique. Vous avez et vous dirigez encore des équipes de recherche au Brésil, en Pologne et en Chine. Au chemin de vos recherches, vous emmènez aussi sur les chemins de la vulgarisation, en participant à de nombreuses revues scientifiques internationales, dont la revue de vulgarisation Espèces, que je vous recommande. Voilà. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, moi j'en ai pris quelques-uns, il y en a quelques-uns aussi. La symbiose, Jamais seul, sur les microbiotes, Le goût et les couleurs, sur les tamins, L'origine du monde. Alors ça c'est le dernier que je suis en train de lire sur les sols. Voilà. Et Petite histoire naturelle, une chronique des vivants, c'est une reprise d'une compilation de plein de chroniques que vous avez vues sur la Terre en 43 Inter. Donc, tout comme vous, j'ai l'intime conviction que pour bien veiller à ce qui se passe au-dessus, il faut être bienveillant à ce qui se passe en dessous. Voilà. Et comme vous le dites très bien, c'est là que ça se passe. Donc, en guise de lancement, et pour mieux comprendre les mécanismes et les interactions qui sont en jeu, je vais vous lancer ce lancement sur les métaphores de William Shakespeare qui disait « Quand la neige fond, où va le blanc, Monsieur Sélos? Quand le sol se meurt, où va le vin ?» On va voir, merci de cette introduction et merci aussi à la BBJ de son accueil. Effectivement, c'est la première fois que je fais cet exposé dans ce qui fut une église et le lieu est tout à fait remarquable. J'espère que ceux qui sont au fond voient parce que du coup la salle est très longue. Vous avez pris de la hauteur, parce que vous voulez dire. Alors effectivement, on va partir du sol, on va parler. Oui, j'ai peut-être enlevé le masque. Si on peut questionner sur le on va regarder un peu ces microbes qui construisent tout un tas de choses et on va partir effectivement du sol et aborder tout un tas de choses qui figurent au sein des programmes, mais qui figurent surtout au cœur de nos vies. Et je transmettrai éventuellement aux enseignants qui sont ici un diaporama où chaque fois qu'il y a un point rouge, l'image sera reprise de façon à ce qu'éventuellement, si vous voulez réutiliser certaines choses comme support de cours, vous aurez accès à ça. Chaque fois qu'il y aura un point rouge comme ça, c'est qu'il y aura une image dans le diaporama que je vous communiquerai par la suite. Je ne sais pas lire très bien sur quelle plateforme on mettra ça, mais je pense que la BBJ pourra peut-être servir d'opérateur. Alors, je voudrais vous montrer qu'on ne fait pas de plantes sans microbes et que la vie microbienne, notamment celle des sols, est absolument nécessaire à faire une plante. Alors, je voudrais d'abord vous parler un peu de mycorhize et de nutrition des plantes. Quand les Européens sont arrivés en Afrique ou en Amérique du Sud, ils ont essayé de planter des pins, parce que les pins, c'est des arbres qui poussent très vite, très droit. Ils ont en bois plein de résine, ça permet de faire des bateaux, de refaire des bateaux qui avaient été annulés, parce qu'à l'époque, les bateaux étaient en bois. Et comme ça pousse n'importe où chez nous, ils se sont dit que ça pousserait. Et en fait, ça ne poussait pas. C'est-à-dire que les graines qui semaient, germaient, ça faisait 2-3 petites aiguilles vertes qui jaunissaient et ça mourait. Alors c'est assez bizarre parce que chez nous, franchement, pour faire crever un pin, c'est un peu difficile. C'est plutôt des arbres qui s'installent très très bien, même dans des conditions hostiles. Alors qu'est-ce qui se passait? Les pins, en fait, ils sont distribués dans l'hémisphère nord. Et il n'y en avait pas ni en Afrique, ni en Amérique du Sud. Et en fait, il manquait quelque chose pour qu'ils poussent, quelque chose qui, par contre, est présent ici. Alors, ils ne se sont pas démontés, hein. On est au 18e, 19e, d'accord, et ce qu'ils vont faire, c'est simplement amener des petits pins qui poussent déjà en pot et les replanter. Et en faisant ça, en fait, ils amènent, sans le savoir, des champignons du sol qui sont absolument vitaux pour les pins. Alors, ils sont vitaux, mais comme chez nous, ils sont partout, on ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est une chose assez intéressante, c'est que souvent, il est difficile d'interroger ce qui marche bien. Par exemple, on a très vite compris que les champignons faisaient parfois des maladies, parce que quand quelque chose est malade,
demande pourquoi. On ne se demande pas pourquoi elle est en bonne santé. Or, si elle est en bonne santé, c'est qu'il y a des champignons. Et ce que raconte la tentative d'implantation des pins, c'est qu'il y avait quelque chose dans le sol qui était vital, et ce qui est vital, c'est des champignons du sol qui, vous le voyez, viennent coloniser les racines et faire des associations. On zoome sur une de ces associations, là, vous voyez qu'il y a la racine qui est là, qui se ramifie, et elle est complètement... C'est comme une chaussette, hein. Elle est complètement emballée de filaments de champignons qui sont par ailleurs présents dans le sol autour. Et ça, c'est vital. Alors voilà des racines d'arbres de chez nous qui ont ces types de champignons à la surface. Les champignons ont une couleur propre qui va s'imposer sur la racine. Des fois, il n'y a pas de couleur, mais on repère bien que c'est une association entre du champignon, même si on ne le voit pas, parce qu'il est translucide, et de la racine, parce que là, vous avez, comme au-dessus d'ailleurs, une sorte d'hyper-ramification de la racine. Le champignon produit de l'auxine, une hormone végétale qui fait se ramifier la racine, et c'est une façon d'augmenter les interactions, puisqu'il va en fait continuer à interagir avec toutes les ramifications qui sont produites. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une ectomycorhize. C'est-à-dire que, quand vous regardez ça en coupe, il y a du champignon autour de la racine, et puis le champignon pénètre entre les cellules racinaires. Donc, ce que vous observez n'est ni une racine, rhiza en grec, ni un champignon, myco en grec. C'est une mycorhize, c'est un mélange des deux. Et on parle plus particulièrement d'ectomycorhize parce que oui, le champignon est par-dessus. Et les champignons qui font ça, c'est les champignons qu'on trouve en forêt, quoi. C'est les amalites, c'est les bolets, c'est les russules, c'est les cèpes, c'est les truffes qu'on ramasse sous les arbres. Bref, c'est toute une grande diversité de champignons que même on ne trouve qu'en forêt. Alors vous allez me dire, bon, voilà, ça c'est des arbres des régions tempérées, et c'est vrai que quand on met un arbre des régions tempérées dans une région tropicale, ben, il ne trouve pas ces champignons. Enfin, en région tempérée, il n'y a pas que des arbres, et puis sous les tropiques, il y a des herbes, des arbustes et des arbres, et alors eux. Et bien en fait, eux, ils ont une autre association. J'ai commencé par un exemple historique qui nous montre que les arbres, les ligneux des régions tempérées ont besoin de champignons qui forment les ectomycorhizes, mais en fait, 80% des plantes ont une autre association avec les champignons, qui est quand même une mycorhize, mais un peu différente. C'est pas les mêmes plantes, c'est pas les mêmes champignons, vous allez voir, c'est différent. Mais 80% des plantes ont un autre type de mycorhize qu'on appelle l'endomycorhize et qui lui est vraiment universel sur les plantes non ligneuses de nos régions et sur les plantes tropicales. Alors, vous connaissez cette plante, je pense que là, au premier rang, on connaît ça. Oui, c'est du... Et ça, c'est des... Oui, c'est des... Alors, oui et non. Oui, c'est des racines, parce que c'est clair, n'importe qui appelle ça des racines. Mais en réalité, même si je ne vois pas de champignons en surface, il y a plein de champignons. Il y a plein de champignons, et on voit très bien quand on met au microscope et qu'on colore de façon adéquate. Je pourrais envoyer aux enseignants d'ailleurs, il y a un article dans le bulletin de la PVG qui raconte comment ramasser ces racines, comment les colorer, comment les monter. Il y a tout dans le bulletin de la PVG, donc je pense que tous les membres de la PVG ici dans les enseignants, c'est pas la peine de faire de la pub. Ne me dites pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas membre de la PVG dans la salle. Si c'est le cas, David peut encaisser la cotisation. Oui. Ou sinon, je l'encaisse et puis Non mais sérieusement, donc il y a des protocoles de coloration qui permettent de montrer qu'entre les grandes cellules que vous voyez ici, qui sont les cellules de la racine, il y a des filaments de champignons. C'est pas du tout la même structure que la fois précédente. D'ailleurs, ces filaments de champignons rentrent en se ramifiant dans les cellules de la racine. C'est pas la même structure, mais c'est la même chose. C'est quand même du champignon et de la racine mélangés qui vivent ensemble et en parfaite santé. Alors les champignons font aussi, vous voyez, ils font des filaments, les filaments font des petites ramifications qui rentrent dans les cellules, et puis des fois ils font des vésicules renflées avec des gouttes d'huile à l'intérieur qui sont en fait des réserves de champignons, qui sont de la matière grasse, qui sont protégées dans la racine, et ça c'est ce qu'on voit le plus facilement quand on fait des colorations au microscope. Alors ces champignons, ils sont aussi présents dans le sol, sous forme de filaments, et à un moment, ils fabriquent leurs spores. Alors, ils ne fabriquent pas leurs spores dans des organes visibles macroscopiquement comme ce qu'on ramasse en forêt. Quand ils sporulent, ils font des spores directement dans le sol. En fait, ces spores qui sont dans le sol, qui font entre 0,2 et 0,5 mm, on peut très bien les accueillir par filtrage, par tamisage différentiel. Ces spores sont très abondantes, et quand une racine pousse, soit elle rencontre des spores qui se mettent à germer pour la coloniser, soit elle rencontre des filaments qui sont déjà nourris, venus d'autres racines, mycorhiziens sur d'autres racines, et qui s'associent avec elles.
Bien. Alors, cette association ici, vous voyez, est faite avec un champignon qui, on le voit très bien, passe dans le sol, forme des spores et est présent dans la racine qui est en fait une endomycorhize. Ces champignons appartiennent à un groupe assez méconnu, les Glomeromycètes, qui sont techniquement un groupe frère de l'ensemble Ascomycètes plus Basidiomycètes. C'est le groupe frère, phylogénétiquement. Et on a ici des expériences en cours où on a stérilisé le sol complètement. Alors on se dit, si on stérilise le sol, par exemple par chauffage, on va tuer tous les pathogènes, et ça va pousser mieux. Alors voilà ce qui se passe au bout, pour de l'oignon qui était semé là au bout de 3 mois, vous voyez que ça a mal poussé. Ici, c'est le même sol stérilisé. On a rajouté les spores que je vous montrais tout à l'heure, après la stérilisation, donc on a remis les champignons, et ça, c'est l'oignon de 3 mois normal. Donc c'est vraiment vital, et même si ça ne meurt pas, ça n'a pas une bonne tête. Bref, les champignons impliqués ne sont pas les mêmes, les plantes impliquées ne sont pas les mêmes, mais entre les endomycorhizes, les ectomycorhizes, et puis celles que je vais vous passer, parce qu'il faut qu'on parle d'autre chose maintenant, en fait, 9/10 des plantes sont mycorhizées. Alors, voilà l'article qu'il faut aller chercher pour l'enseignement des mycorhizes, si vous ne le connaissez pas déjà, il y a tout un tas de solutions qui vous sont proposées, et l'association, en fait, c'est une association qui est avant tout une association nutritionnelle. Le champignon est nourri en sucre et en vitamines, c'est pas étonnant qu'il accumule des réserves grasses dans la racine, parce que c'est là qu'il reçoit du carbone, voilà. Il est alimenté par une partie des produits de la photosynthèse de la plante, et dans le sol, il va chercher de l'eau, des sels minéraux, de l'azote, du phosphate, d'abord pour lui-même, dont il sert une partie à la plante. Et en fait, ce que je vous ai dit, c'est que ces champignons-là, les amanites ou les truffes, on ne les trouve pas sans arbre. Ces champignons-là dépendent vitalement des plantes, et ces plantes-là dépendent vitalement des champignons. Et entre nous, c'est une des choses qui fait aujourd'hui douter de l'intérêt de faire du labour intensif, c'est que chaque fois que vous labourez, vous détruisez les filaments qui sont dans le sol de ces champignons. Et donc le labour, quelque part, est incompatible avec l'utilisation de ces champignons. Par contre, il est compatible avec des formes où on rajoute des engrais minéraux et où en fait on compense par d'autres gestes la destruction des partenaires dans le sol des plantes. Mais demain, on peut vouloir d'une agriculture qui repose plus sur ses partenaires et du coup s'affranchit un peu plus de l'apport d'engrais. Alors c'est une discussion qu'on pourra avoir, mais vous voyez que donc l'exploitation du sol par la plante, c'est quelque chose qui repose sur les mycorhizes. Maintenant, ces mycorhizes, elles ont aussi un rôle protecteur. Et c'est la deuxième chose dont je voudrais vous parler. Elles jouent un rôle de défense qui est assez clair. Quand vous voyez un manchon de champignon autour de la racine, vous avez une protection à la fois contre les molécules toxiques du sol, comme le calcium, qui est en excès pas bon pour les plantes, l'aluminium, ou encore contre les pathogènes, qui vont se trouver en fait d'abord rencontrer un écran de champignons. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas pouvoir s'installer, ça veut dire que ça va leur être plus difficile. C'est vraiment une chaussette. Et donc, dans les ectomycorhizomas, vous avez un écran physique. Bon. Maintenant, quand on observe cette coupe, ici, on voit que le colorant bleu qui sert à colorer les champignons a été fixé à l'intérieur des grosses cellules de la racine, beaucoup dans les racines les plus externes, un peu dans les racines les plus internes et moins dans les racines internes. En fait, le colorant, le bleu coton qu'on utilise là, il colore évidemment le champignon, je pense que c'est très net, hein, vous voyez, ils ont pris le bleu, mais il colore aussi les tannins, qui sont des molécules antibiotiques. Et on voit qu'en fait, il y a beaucoup de tannins accumulés dans les cellules qui sont en contact du champignon, un peu moins quand elles sont moins en contact du champignon, et pas du tout quand elles ne sont pas en contact du champignon. En fait, la deuxième façon dont le champignon défend la plante, c'est que comme il y a un champignon, la plante se met à accumuler des défenses. Mais comme le champignon n'abîme pas les cellules, il y a des défenses qui s'entassent et elles n'empêchent pas le champignon de s'installer. Par contre, s'il vient un pathogène, je ne sais pas moi, un herbivore qui va commencer à grignoter ça, ou un champignon pathogène qui va détruire tout ça pour s'en nourrir, ben là il va libérer une quantité de molécules de défense plus importante. Donc, l'effet protecteur, il est direct, par exemple par la présence de ces filaments en surface de certains types de mycorhizes. Il est indirect par un effet de prémunition sur la plante qui augmente son niveau de défense. Et troisièmement, et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est voir, il est indirect par le biais d'une action générale sur le système immunitaire. Ensuite, pour vous illustrer ce troisième canal, on va aller dans les feuilles. Les feuilles sont vraiment très loin des champignons mycorhiziens, qui ne connaissent que les racines. Et ces feuilles, on va prendre des feuilles d'un groupe, c'est des tabacs qui sont tous génétiquement identiques, et on va
en faire des non mycorhizés et des mycorhizés. Puis on met beaucoup de nutriments dans le sol, beaucoup d'azote, beaucoup de phosphate, pour que tout le monde se développe. Et puis, on va leur inoculer le botrytis, qui est un agent d'une maladie qu'on appelle la pourriture grise, qui fait grisonner les feuilles, mais qui n'est pas vraiment normalement une maladie pour le tabac. Par contre, c'est une maladie de la vigne, c'est une maladie des tomates, par exemple. Bon. Le tabac, lui, n'est pas très affecté par ça. Alors donc, on va inoculer ça en 2 points, et on va regarder la taille de la lésion. Et là, il y a 2 petites lésions, là, il y a une grosse lésion. Et quand on regarde les dégâts en pourcentage de la surface de la feuille qui grisonne, grisonner, ça veut dire qu'elle est détruite par le champignon qui se développe et qui s'en nourrit. On voit que les dégâts sont plus de 2 fois plus importants quand il n'y a pas de mycorhize que quand il y a des mycorhizes. Et ceci alors que, premièrement, génétiquement, les plantes de tabac sont les mêmes, et deuxièmement, le champignon mycorhizien n'est pas dans les feuilles. Alors, quand on regarde l'expression des gènes de défense, c'est-à-dire ces protéines qui sont produites et qui vont permettre de résister aux champignons. Ici, techniquement, c'est une protéase, c'est-à-dire une protéine qui coupe les autres protéines, et cette protéine coupe en fait les protéines sécrétées par le champignon pour attaquer la feuille. Ça va couper les enzymes du champignon qui provoquent la maladie, et qui provoquent le grisonnement et la mort des cellules. Donc c'est une protéine antiprotéine, si on veut. Une protéase qui coupe les protéines qui permettent aux champignons d'attaquer la feuille. Eh bien, on voit que l'accumulation de ces molécules de défense, vous voyez que là, il n'y en a pas au départ. Ce n'est pas un effet de prémunition, comme dans le cas des tanins tout à l'heure. Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas une prémunition. Par contre, la vitesse de réaction, l'efficacité du système immunitaire est plus grande quand c'est mycorhizé que quand ce n'est pas mycorhizé. Donc, il y a un autre effet indirect, qui est un effet de stimulation, de maturation du système immunitaire qui gagne sa pleine efficacité adulte. Vous voyez, ça fait 3 moyens. Une défense directe, une défense par dans la racine, augmentation des défenses par la présence du champignon, puis le 3e point indirect par une amélioration du fonctionnement du système immunitaire. Bon, alors je vais passer sur ça, mais l'idée c'est que cette interaction est aussi bénéfique en termes de protection. Et quand vous mettez des engrais et que vous labourez, d'une part vous détruisez ces champignons et en plus, comme la plante a des ressources pour elle, elle n'interagit plus avec le champignon puisqu'elle peut se nourrir. Mais vous perdez l'effet phytosanitaire. C'est-à-dire que vous obtenez des plantes qui sont plus facilement malades. Et là, on se dit que c'est une deuxième raison pour espérer demain avoir des formes d'agriculture qui reposent plus là-dessus, c'est-à-dire qui ne labourent pas et dont l'ensemble des intrants est compatible avec la présence du champignon comme auxiliaire de nutrition et de protection contre les agressions. Bien, alors, je voudrais vous montrer maintenant que l'interaction qui permet de faire la plante, les interactions avec les microbes, ne sont pas simplement des interactions du type chacun amène ce qu'il sait faire, du type auberge espagnole. Parce que là, on a un champignon qui exploite le sol et qui donne un peu à la plante, une plante qui fait la photosynthèse et qui donne un peu au champignon. Dans ces associations, il y a aussi des capacités qui sont émergentes, c'est-à-dire que le couple du microbe et de la plante sont capables de faire des choses que la plante ne fait pas seule. Alors regardez plutôt, je vais vous parler de toutes ces plantes qui sont des fixatrices d'azote, c'est-à-dire qui sont capables d'exploiter l'azote de l'air pour faire des protéines, et ça va être des luzernes, des pois, des choses comme ça, qui améliorent à la fois la qualité du sol, si on les laisse se décomposer sur place parce qu'ils fournissent de l'azote, mais qui aussi donnent des graines ou des parties aériennes pour l'alimentation humaine ou le bétail, qui sont riches en protéines. Parce que justement, ces plantes-là ont beaucoup de protéines parce qu'elles ont accès à l'azote atmosphérique. Alors, en fait, c'est pas elles qui ont accès à l'azote atmosphérique. Quand on regarde sur les racines, il y a des nodosités, des petites hernies rougeâtres, retenez la couleur rougeâtre, et quand on regarde ces nodosités de premier microscope, on y découvre, là c'est le microscope électronique, que dans les cellules, il y a bien emballé des petites cellules de bactéries. Des bactéries qu'on peut d'ailleurs extraire, on peut faire des frottis de nodosités et leur faire des... Voilà, les colorer soit à l'encre, soit par une coloration de grammes ici, ça c'est fait en lycée, on voit très bien que c'est des grosses bactéries, avec des formes diverses, dont des formes de croix, ce qui nous rappelle l'endroit où nous sommes. Et alors en fait, l'histoire c'est que la plante nourrit ces bactéries, oui, évidemment elles sont dans la nodosité, donc elles ne peuvent pas se nourrir autrement, elles sont nourries par la plante, et les bactéries, c'est elles qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique, c'est-à-dire l'azote de l'air, mais qui passe dans les trous du sol, en acide aminé, dont une partie va vers la plante. Alors si vous décidez ça comme ça, vous allez me dire, c'est encore une auberge espagnole, chacun fait ce qu'il sait faire. Sauf que c'est plus compliqué. Alors maintenant, on pense en complexe.
Voilà comment ça marche. La sève élaborée amène des sucres qui sont transformés encore en C4 qui permettent à la bactérie de se développer, c'est-à-dire de grossir, mais aussi de faire de l'énergie. Et quand on fait de l'énergie, quand on détruit les molécules, ça donne des électrons. Alors, et ça donne aussi de l'ATP un petit peu. Alors l'idée, c'est que ces électrons passent dans une chaîne respiratoire, membranaire, qui est dans la membrane de la bactérie, exactement comme la chaîne respiratoire de la membrane interne des mitochondries. Et pour cause, parce que les mitochondries sont très proches évolutivement des rhizobiomes. Donc les rhizobiomes respirent comme nos mitochondries. Et il y a une chaîne de transfert électronique dans la membrane qui fait du gradient de proton, et ce gradient de proton, au niveau de l'ATPase, fait de l'ATP. Bref, bien nourri par la plante, la bactérie est pleine d'électrons et grâce à sa respiration, une respiration qui nécessite de l'oxygène, comme pour les mitochondries, qui est l'accepteur terminal des électrons quand ils ont bien rendu toute leur énergie, eh bien, vous avez ici, par le biais de la respiration, la fabrication d'ATP qui, avec les électrons disponibles, fait fonctionner une enzyme extrêmement gourmande en énergie qui convertit l'azote atmosphérique avec sa double liaison, enfin sa triple liaison. Il y a 3 liaisons, donc il faut vraiment les casser. Ça coûte très cher à faire comme ça. Vous arrivez à faire fonctionner la nitrogénase qui convertit N2 en NH4+, ammonium qui est utilisé sur place pour faire quelques acides aminés et qui est exporté vers la cellule hôte pour faire des acides aminés dont une grande partie repart dans le reste de la plante par le xylème, par la cellule hôte. Voilà comment ça marche. Alors quand on regarde ça, on dit encore, mais Marc-André, c'est toujours la même histoire. Il y en a un qui fixe l'azote et l'autre qui amène le carbone. Oui, mais il y a un paradoxe. C'est que vous voyez qu'il faut de l'oxygène pour respirer. Sinon, vous ne faites pas d'ATP. Donc, il vous manque l'énergie nécessaire à la fixation d'azote. Et comme c'est très cher, il faut respirer beaucoup. Or, la nitrogénase ne supporte absolument pas l'oxygène. Elle a un centre réactionnel à molybdène et à fer, et ce centre réactionnel s'oxyde au-dessus d'1 millimètre de mercure d'oxygène, d'1 millibar d'oxygène. Donc, il ne faut vraiment pas d'oxygène. Donc, pour fixer l'azote, il faut beaucoup d'oxygène et pas d'oxygène. Ça, les rhizobiomes ne savent pas faire, et quand ils sont seuls, ils ne fixent pas l'oxygène. Et ça ne nous dit pas comment ils font dans la nodosité. Alors, suivez-moi. Dans la nodosité, la première chose, c'est qu'ils sont sous perfusion de carbone. 30% de la photosynthèse finit dans la nodosité, soit pour nourrir les cellules végétales de la nodosité, soit pour nourrir les bactéries. Donc déjà, il y a cette perfusion d'énergie qu'ils auraient bien du mal, d'énergie de sucre, qu'ils auraient bien du mal à trouver tout seul dans le sol. Ils vivent dans le sol, ils ne fixent pas l'azote, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors ça résout toujours mon problème. La deuxième chose, c'est que les nodosités sont rouges. Rouges parce qu'elles contiennent de l'hémoglobine. Une hémoglobine de légumineuse qu'on appelle la lait-hémoglobine, qui techniquement remonte au fait que l'ancêtre commun des animaux et des plantes avait déjà de l'hémoglobine. À quoi ça lui servait? Je ne sais pas. Par contre, les plantes, ça leur sert notamment dans les conditions d'anoxie du sol à transporter de l'oxygène vers les racines. Bon, c'est un détail, mais toutes les plantes ont de l'hémoglobine et ça a plusieurs rôles, mais en tout cas, elles ont de l'hémoglobine, voilà, et les légumineuses en mettent beaucoup dans les nodosités, ça peut représenter 50% des protéines de nodosité, et cette hémoglobine, où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle est là, regardez. Elle est entre la membrane de séquestration de la bactérie et la membrane de la bactérie elle-même, où se trouve la fameuse chaîne respiratoire. Donc, on peut dire qu'elle baigne dans le sang, en quelque sorte, elle baigne dans l'hémoglobine. Et donc, l'oxygène qui arrive est fixé par la lait-hémoglobine, qui est une molécule qui fixe l'oxygène, et comme c'est fixé là-dedans, ça ne peut pas ensuite diffuser vers l'intérieur, parce que la lait-hémoglobine retient l'oxygène. Et donc, il n'y a pas d'oxygène qui rentre dans la cellule, et donc la nitrogénase ne voit pas l'oxygène. Mais l'oxygène fixé par la lait-hémoglobine est quand même disponible pour la respiration, qui se fait sur la membrane de la bactérie. Et là, quand vous avez besoin d'oxygène, eh bien, vous relarguez l'oxygène, la lait-hémoglobine relargue l'oxygène qui va servir d'accepteur d'électrons et donner de l'eau, quoi, techniquement, et ça redonne de l'hémoglobine qui va recapter l'oxygène qui arrive. En d'autres termes, l'oxygène il est fixé autour de la bactérie, il ne rentre pas dedans, mais il est disponible pour la respiration qui se fait en surface de la bactérie. Voilà comment le micro-environnement créé, notamment grâce à l'hémoglobine, par la plante, permet à la bactérie de devenir fixatrice d'azote. Et voilà comment la fixation d'azote n'est pas une propriété de la bactérie seulement, mais quelque chose qu'elle révèle dans la plante, c'est une
propriétés de l'association. Et ça souligne ici que ça souligne deux choses. La première, c'est qu'une partie des propriétés d'une association symbiotique, c'est-à-dire d'une association où deux organismes vivent ensemble à bénéfice réciproque, une partie de ces propriétés émergent dans l'association et ne sont pas des propriétés amenées par les partenaires qu'ils auraient eu indépendamment. Et la deuxième chose, et c'est ma conclusion, c'est qu'il y a une dépendance vitale entre les plantes et les microbes. Alors, je suis resté dans le sol parce que c'était le cahier des charges, mais vous êtes conscient que ce qui fait la photosynthèse dans les feuilles, c'est d'anciennes cyanobactéries. Et il y a une littérature abondante qui raconte en quoi, d'ailleurs, dans les feuilles, il y a des bactéries et des champignons qui vivent dans les tissus même sains et qui contribuent à les protéger des agressions et des stress. Et il y a donc aussi dans les feuilles des choses à aller chercher qui nous parlent d'une présence microbienne. Bon, alors vous allez me dire, ok, cette histoire est intéressante, mais en fait, ces histoires de plantes, les plantes elles sont fixées, elles ne bougent pas, et tous les microbes qui veulent, ils rentrent dedans. Mais vous et moi, il suffit qu'on lève les pieds pour que les choses qui sont par terre ne rentrent pas dans nos tissus. Nous, on est des animaux, et nous, on n'est pas colonisés de microbes. Alors rien n'est plus faux, parce que pour le coup, on ne fait pas non plus d'animaux sans microbes. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer notamment que la nutrition animale dépend de microbes. Et je vais prendre un exemple paroxystique, un exemple vraiment puissant, mais parce qu'il est amusant. Je vais prendre l'exemple de la vache, mais vous allez voir que nous-mêmes, on ne fait pas exception à cette règle. Alors les vaches, hein, ça mange de l'herbe. Ouais. Mais ça passe quand même une grande partie de la journée, une dizaine d'heures par jour, à mâchouiller, en faisant rien d'autre que mâchouiller et en regardant passer des trains ou en regardant le type qui filme. La deuxième chose à propos des vaches, c'est qu'elles ont un gros ventre. C'est pas des lévriers, hein, c'est quand même... La troisième chose à propos des vaches, c'est qu'elles sentent fort. Le lait, par exemple, fraîchement trait, sent très fort. Et puis, la dernière chose, c'est que quand vous regardez les bouses de vache, vous apercevez qu'il y a des petits morceaux d'herbe dedans. Là, c'est une bouse hein, sur laquelle il est un peu plus. Vous avez vu, c'est plein de morceaux d'herbe. Et ces morceaux d'herbe, quand on fait une coloration au carbinovert, qui colore en violet, en rose la cellulose et en vert la lignine, et ça, la cellulose et la lignine, c'est quand même 90% de la matière sèche des végétaux, et bien on s'aperçoit que dans les bouses, il y a les deux. Il y a de la lignine et de la cellulose qui n'ont pas été affectées. Et ça veut dire une chose, c'est que la vache ne digère pas l'herbe. Alors c'est un peu bête de bouffer un truc qui ne digère pas. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps-là, la vache rumine. D'ailleurs, on parle de ruminant pour le groupe auquel appartient la vache, parce qu'il passe leur temps à mâcher. Alors, le film est de moi, et puis alors, c'est un peu saccadé à cause de la transmission hertzienne, mais regardez. Là, vous avez quelque chose qui vous... Alors, c'est moi qui ai fait le film. C'est une vraie catastrophe. Vous avez quelque chose qui vous explique la joue de bœuf, qui est souvent d'ailleurs une joue de vache. C'est ce muscle-là qui permet ces 30 000 mouvements par jour de mastication. Et vous avez ici un contenu qui est mastiqué, et vous allez voir que ce contenu va être avalé le long du tube digestif. Alors regardez, et ça va passer dans l'estomac qui est là. Attention, ça va passer par là. Attention, vous êtes prêts? Hop, et regardez bien. Fou. Ce qu'elle rumine, c'est pas ce qu'elle vient de manger. Elle régurgite. Et elle régurgite quoi? Et bien c'est le moment de comprendre pourquoi la vache a un gros ventre. Elle a une poche énorme où arrive toute l'herbe qu'elle mange et qui est chargée d'eau, une poche énorme qu'on appelle le rumen et qui est juste avant l'estomac. En fait, c'est la partie antérieure de l'estomac. Et cette poche qui fait 100 à 250 litres, qui explique que c'est volumineux, il y arrive de l'herbe dans de l'eau à l'abri de l'air, qu'est-ce qui se passe? Ça fermente, il se développe plein de bactéries, c'est des petits points, il se développe aussi des unicellulaires eucaryotes, qu'on appelle les protozoaires, et qui mangent des bactéries. Il y a sur les parties solides qu'on ne voit pas à l'écran tout un tas de champignons qui se développent. En fait, il y en a des centaines de millions de cellules, de microbes qui se développent là, sur l'herbe. Et alors la vache, elle rumine parce que cette rumination,
et bien ça lui permet de découper les morceaux pour qu'ils soient plus facilement, et ça va faire que ces morceaux qui sont attaqués par leur surface offrent plus de surface aux microbes. Deuxièmement, elle va humecter ces morceaux, et c'est la raison pour laquelle il y a de l'eau dans le rumen, dans cette poche énorme. C'est qu'en fait, dans cette poche énorme, on reçoit tout ce qui a été accumulé dans la salive. Dans cette salive aussi, elle met tous les déchets de son métabolisme. L'azote, le phosphate ne passe pas chez nous dans l'urine. Enfin, passe chez nous dans l'urine, mais chez la vache. Il ne passe pas dans l'urine. Elle sécrète ça dans sa salive. C'est-à-dire que l'urée et les phosphates issus de l'urine se passent dans la salive. Pourquoi? Parce que c'est des engrais à microbes. Cet azote et ce phosphate va aider les microbes à se développer. Et ils vont en faire des bonnes protéines, ils vont en faire de l'ADN, des choses comme ça. Alors vous allez me dire, c'est sympa de nourrir les microbes de cette façon-là, y compris de ces déchets. C'est un joli recyclage quand même. Mais la vache, elle n'a toujours pas mangé. Alors en fait, la vache, au niveau du réticulum, elle a un filtre qui va filtrer les petites particules du rumen. À ce niveau, évidemment, vont passer toutes les cellules microbiennes. Donc les microbes prolifèrent et il y a une partie d'entre eux qui sont en train de partir vers l'estomac. Il en reste, ils vont continuer à proliférer, d'autant plus qu'il y a encore de la nourriture, de la salive et tout un tas de trucs qui arrivent. La salive a aussi un autre rôle que je vous dis au passage. Il y a des carbonates comme dans notre salive. C'est ça qui dépose le tartre qu'on a des fois sur les dents. Et ce carbonate, il évite l'acidification liée à la formation de produits fermentaires. Bon, et la vache, qu'est-ce qu'elle mange? Eh bien, elle filtre du microbe. Et ce qu'elle digère, c'est du microbe. L'enzyme qui domine dans l'intestin de la vache, c'est le lysozyme, qui est une enzyme qui détruit les parois bactériennes. Donc, effectivement, si jamais il y a une particule d'herbe qui est assez petite pour passer à travers le filtre, eh ben, elle va passer dans le reste du tube digestif et elle va ressortir dans les crottes non touchées, parce que la vache, elle, ne sait pas digérer les tissus végétaux. C'est les microbes qui font ça. Et la vache se nourrit à la fois en digérant les microbes, en particulier, ça lui fait 1 à 3 kilos de protéines microbiennes par jour. Donc c'est quand même pas rien. Et puis elle se nourrit aussi en récupérant les gaz fermentaires, acétate, propionate, butyrate, tous ces gaz fermentaires liés à la fermentation dans le rumen, qui sont en fait les déchets des microbes du rumen, un peu la même chose que ce que font les microbes du fromage, pour fixer les idées. Et ça, c'est ce qui donne l'odeur forte de la vache, mais en fait, vous ne l'aurez pas, il y a une partie des molécules qui s'échappent, mais la plupart sont récupérées par les cellules, et 80 à 90% des ressources énergétiques des cellules de la vache, c'est les acides gras volatiles, c'est ces molécules-là. La glycémie de la vache est ridiculement petite. Parce que ce n'est pas le sucre circulant qui amène de l'énergie dans les cellules. C'est ces acides gras volatiles, acétate, propionate, butyrate. C'est marrant, hein? Circulation de carbone gazeuse dans la vache. C'est comme ça que ça se passe. Et par parenthèse, vous avez encore une autre récupération de déchets, parce que là, la vache est en train de récupérer les déchets de son... de ces microbes qui sont là, de ces microbes de tube digestif. Vous voyez, c'est un troc de déchets. Ça, c'est fort. C'est déchets contre déchets. Hein. Et ça montre que la notion de déchet, c'est vraiment une vision anthropique des choses. Parce que pour le coup, ce qu'un microbe pense être un déchet est une ressource énergétique pour la vache. Et ce que la vache pourrait penser être un déchet, son azote et son phosphate issus de la destruction des molécules par le catabolisme, par la respiration, eh bien c'est une ressource pour ces microbes. Bref, il y a des digestions qui sont extrêmement liées à des microbes. Évidemment, nous, vous ne pouvez pas dire qu'on digère autant grâce aux microbes, mais on va y revenir, on digère quand même un peu à cause de nos microbes. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ces microbes, ils sont aussi protecteurs. Exactement, d'ailleurs, comme dans la plante. Alors, on a aujourd'hui des souris qu'on élève dans des bulles stériles, où il rentre de l'air sous pression qui est stérile. Si jamais il y a une fuite, l'air va vers l'extérieur, donc il ne rentre aucun microbe là-dedans. Et là-dedans, il y a des souris qui sont élevées de façon parfaitement, on dit, axée, c'est-à-dire sans microbes. Et ces bactéries se reproduisent de génération en génération. Alors notamment, elles n'ont pas les bactéries du tube digestif qu'on trouve, et qu'on peut d'ailleurs, on peut faire des frottis, hein, qu'on peut colorer en coloration de grammes, c'est ce que j'ai fait là, même sur des souris congelées, puisque aujourd'hui, quand on utilise des souris dans les collèges et les lycées, elles sont congelées. Alors je sais qu'en fait, je crois que maintenant, on ne peut plus utiliser de vertébrés. Mais ça, c'est un vrai scandale. C'est un scandale pédagogique, c'est un scandale pour les souris d'élevage, parce que c'est un holocauste de souris d'élevage, hein, ça réduit les populations de souris d'élevage, donc si on aime les souris d'élevage, ben,
quoi, virtuellement. Et je vois pas très bien ce que ça t'offre dans cette histoire. Ça peut apprendre à manipuler les choses en se lavant les mains, mais... Ouais, il n'y a jamais eu de mort. Hein. On a le droit de disséquer des vertébrés, mais que ceux qu'on mange, en fait. Vous pouvez disséquer, mais voilà, ça coûte cher de vous acheter des lapins. Bon, bah non. Ça peut se montrer sur du lapin aussi. On peut faire des brochettes de souris pour cet été afin de pouvoir disséquer les souris. Bah, et les pays, on mange des rongeurs. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il y a même eu d'ailleurs dans ce pays des moments où on était bien content d'avoir au moins quelques rongeurs pour manger. Bah, c'était en 1870 à Paris, donc je ne suis pas sûr que tout le monde se souvienne de cette époque-là. Alors voilà, il y a plein de bactéries de toutes les formes possibles. Effectivement, il y a un monde fou, surtout dans le sécom, là, qui est vraiment une poche à microbes. Et ça, il n'y a rien, par contre, dans les souris axéniques, il n'y en a aucun. Donc il y a ces microbes du tube digestif, dont la somme forme ce qu'on appelle un microbiote. L'ensemble, un microbiote, c'est une communauté, c'est-à-dire une somme de populations d'espèces différentes, de microbes, et il est, alors que ce soit chez nous ou chez la souris, c'est la même chose, il est hyper divers. Vous avez entre 1000 et 10 000 espèces de microbes, et ces espèces de microbes sont en fait établies à partir de l'environnement qui est autour de la souris, ou de vous. Évidemment, quand les souris vivent en lieu stérile, ben, il n'y en a pas. Et ça permet de faire des comparaisons. Et justement, ces comparaisons nous montrent que ces microbes, ils sont très utiles pour la digestion de la souris. Une souris axénique, il faut 30% de nourriture en plus pour se développer aussi bien qu'une souris normale. Parce qu'elle digère moins bien. Et oui, les enzymes de ces microbes aident à digérer. Et puis ces microbes, ils fermentent. Et les gaz fermentés des microbes contribuent au budget énergétique de la souris. Alors pas comme chez la vache, mais on compte que chez l'homme, par exemple, les gaz fermentaires issus du tube digestif, qui ne sortent pas tous par le biais de flatulence. Il y en a qui sortent par le biais de flatulence, bon, ceux-là ils sont perdus. Mais ceux qui diffusent dans l'organisme couvrent 5 à 10% des besoins énergétiques des cellules humaines. Donc nous-mêmes, moins que la vache, nous-mêmes on bénéficie aussi alors je vais dire, des proutes de microbes, quoi, parce que c'est ça, quoi, ces gaz qui sont produits par les microbes, c'est leurs déchets, quoi. Et nous-mêmes, c'est des choses qui nous nourrissent. Ces microbes, là, vous commencez à rentrer, à être au bord de la nutrition, de la protection. Ils détoxiquent, c'est-à-dire qu'ils peuvent détruire les toxines. Je vais vous donner un exemple de ça. Les Européens ont découvert en mangeant du soja que le soja contenait des molécules, comme la dexéine, qui sont des perturbateurs endocriniens. C'est féminisant, alors pour les mecs c'est pas très génial, et puis pour tout le monde, ça pose des problèmes d'équilibre hydrominéral, notamment donc de fixation du calcium, et ces molécules sont cancérigènes. Pourtant, ça faisait plusieurs milliers d'années qu'en Orient, on mangeait du soja, en Asie, sans problème. Et bien la différence, c'est que les Orientaux, ils ont un tube digestif, des bactéries qui détruisent la benzine. D-A-I-D-Z-E-I-N-E. Qui détruisent la benzine en une molécule, c'est quoi, qui est un perturbateur endocrinien positif, anticancérigène, régulateur de la pression artérielle et qui aide à fixer le calcium. Donc elle prend l'opposé. Donc chez eux, non seulement ça la détruit, mais en plus ça transforme cette toxine en quelque chose de positif. Et d'ailleurs, les femmes asiatiques ont moins de problèmes d'ostéoporose à cause du SQL et moins de problèmes de bouffées de chaleur, parce qu'en fait des vasodilatations, en fait des problèmes de dilatation veineuse, enfin artérielle, pardon. Elles ont moins de problèmes, donc disais-je, d'ostéoporose et de bouffées de chaleur à la ménopause. Alors moins, pas aucune. Mais ça veut dire qu'effectivement, les bactéries digestifs, elles protègent. Et pour le coup, les souris, on s'aperçoit que ces souris-là, il y a des aliments de souris qu'elles ne peuvent plus manger parce qu'elles en meurent. Parce qu'elles n'ont plus leurs bactéries. Et puis, ça fait aussi, ces bactéries fabriquent aussi des vitamines. Et les pauvres souris, on est obligé de leur donner des pilules de vitamines régulièrement parce qu'elles n'ont pas assez dans leur nourriture de vitamines. Et oui, ces bactéries contiennent des vitamines. Et de temps en temps, il y a une bactérie qui explose dans le tube digestif et qui vide son contenu. Ça s'ajoute aux protéines issues de l'alimentation. En d'autres termes, vous avez dans le microbiote des bactéries qui permettent de compléter l'alimentation vitaminique. Mais il y a aussi un rôle dans la protection. Et là, je viens vraiment à la protection qui est l'objet de cette partie. On s'aperçoit que ces souris, elles attrapent des tas de maladies. Je vais vous donner des exemples des tas de maladies bizarres. Et en fait, ces microbes qui sont présents dans le tube digestif, mais aussi sur la peau, dans les oreilles, dans le nez ou dans le vagin chez la femme, ces bactéries, en fait, comme elles sont là, elles se battent pour occuper l'espace avec les autres,
Elles produisent des antibiotiques protecteurs, elles font main basse sur les ressources alimentaires et elles empêchent l'installation d'autres microbes. Elles sont un écran à l'installation de maladies. Je vais vous donner un exemple de ça. La plupart d'entre nous sont porteurs du staphylocoque doré sur la peau, mais ils n'auront jamais de maladie avec le staphylocoque doré, parce que ce staphylocoque doré est en quelque sorte brimé, il est empêché de se développer par d'autres microbes qui sont là. Je pense notamment sur la peau à des levures qu'on appelle les Malassezia. Alors les Malassezia, vous les connaissez parce que c'est elles qui font les pellicules, ou les petites croûtes qu'on a des fois sur la racine du nez là, quand on a de l'irritation. C'est des levures, des champignons unicellulaires qui font des protéases. On retrouve ces protéines qui sont capables de dégrader les autres protéines et qui se nourrissent de protéines par le biais de ces protéases. Et c'est ça qui fait qu'éventuellement la peau se délite en petites particules, parce que les protéines de la peau sont attaquées. Alors, le staphylocoque doré, lui, il a tendance à utiliser les protéines pour adhérer au staphylocoque doré voisin, et ces liens protéiques entre les staphylocoques dorés leur permettent de faire des tas qui sont très résistants au brossage et très résistants à des toxines qu'on pourrait mettre dessus, comme du savon. Parce que dans le tas, ceux de l'extérieur du tas meurent, mais ceux qui sont au milieu, ils résistent. Mais quand il y a les protéases de Malassezia, ça découpe les liens entre les staphylocoques dorés, ils se retrouvent tout seuls. Et comme ils sont pas en groupe, ils sont plus sensibles à l'abrasion, et plus sensibles au savon, et plus sensibles à des tas de toxines, notamment des antibiotiques émis par d'autres microbes autour. Et voilà comment la question n'est pas de savoir si on a vraiment le staphylocoque doré, la question est de savoir s'il est bien pris dans un microbiote qui l'endive, le régule et l'empêche de proliférer. Voilà l'histoire. Cela dit, il y a aussi des modifications indirectes du système immunitaire qui sont responsables de l'immunité, et je vais tout de suite vous montrer ça avec le microbiote de la peau. On va prendre des souris axéniques et des souris normales, pour les microbes notamment sur la peau, et on va leur inoculer l'agent de la leishmaniose, une maladie qui fait des trous dans la peau qui grossissent, jusqu'à atteindre les organes vitaux. Donc c'est pas une maladie très agréable, et ce n'est pas une maladie de souris, comme tout à l'heure le botrytis. Et on va voir que les souris normales se démerdent très bien, alors que les souris axéniques, pas du tout. Alors, on inocule, on voit que dans les souris normales, ça fait une papille de réaction qui se décolle et qui réexpédie le pathogène dans le milieu. Et c'est pour ça que les souris n'attrapent pas la leishmaniose. La souris axénique, elles sont complètement normales, quel que soit le paramètre que vous prenez, elles sont mal développées. En particulier, vous voyez que leur peau est beaucoup moins épaisse. Et ça fait une espèce de vague réaction, mais qui ne suffit pas du tout à rejeter la maladie. Et vous voyez les trous là? La maladie s'installe. Une souris axénique attrape des maladies qui ne sont pas des maladies de souris axénique. Comme le tabac attrape de la pourriture, ce qui n'est pas une maladie de tabac s'il n'est pas mycorhizé. Pourquoi? Et là, parce que le système immunitaire, il ne marche pas bien là. Quand vous regardez la taille des lésions, elles sont beaucoup plus petites. Chez les souris axéniques, il y a moins de réactions. Et c'est vraiment une histoire de microbes. Parce que si 8 jours avant d'inoculer la leishmaniose, vous remettez sur la peau de cette souris un staphylocoque qui s'appelle le Staphylococcus epidermidis, qui est un staphylocoque banal. On a tous sur nous entre 100 millions et 1 milliard de staphylocoques sur la peau. Même quand on est bien lavé. C'est une banalité de la peau. Et bien quand on remet ça, et puis qu'on inocule la maladie, on s'aperçoit que de nouveau, la taille des lésions est plus importante, et qu'on a donc une résistance partielle, pas complète, mais partielle. Beaucoup de souris ne tombent pas malades. Alors, quand on regarde la quantité de lymphocytes spécialisés dans la destruction de ça, on s'aperçoit qu'ils ont proliféré à un certain niveau sur une souris normale, ils prolifèrent beaucoup moins sur une souris axénique, mais une souris axénique où on a remis des Staphylococcus epidermidis, là, ils prolifèrent de nouveau normalement. C'est intéressant parce que ça veut dire que là, on est encore comme, pour mon exemple de tabac, dans un mécanisme qui n'est pas le fait que votre staphylocoque va faire le boulot, non. En réalité, ce qui se passe, c'est que le microbiote modifie le système immunitaire et le rend pleinement efficient, modifie son fonctionnement et assure de façon indirecte une meilleure protection de l'organisme. Et vous comprenez qu'il est important de ne pas être trop propre. Il y a un degré de saleté qui est plus propre à nous maintenir en bonne santé que l'absence totale de microbes. Ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre. Alors, par exemple, le bon équilibre, c'est d'avoir des vaccins. Les vaccins permettent d'éviter l'entrée des microbes indésirables, et après, on peut avoir des enfants qui, bien vaccinés, vont mettre de la terre dans la bouche, se rouler par terre. Il y a un petit d'un an et demi à la maison, et on ne regarde pas trop au parc quand il met les doigts dans le sol et qu'ensuite il les met dans la bouche, on ne fait pas trop attention. Et cet enfant n'a jamais eu de problème digestif. Par
Par contre, je vous le dirai tout à l'heure, ce qu'ils mangent à la maison. Vous verrez que le tube digestif est déjà occupé. Alors, ces microbes, ils sont actifs non seulement dans le développement du système immunitaire, vous l'avez vu, mais ils sont aussi actifs, et ça c'est vraiment important, ils sont actifs dans le développement d'autres fonctions, notamment le système nerveux. Regardez, on va mettre des souris à se balader sur une croix surélevée, dont 2 ailes sont entourées de hautes cloisons. Quand on fait ça à une souris normale, avec des microbes, vous la voyez, elle regarde, elle explore la partie protégée, elle regarde dehors, elle se dit « Oulala, mais c'est pas un endroit où mettre une souris, ça !» Si vous avez vu Tom et Jerry, la souris elle est tout le temps cachée. Les souris, ça n'aime pas la lumière, ça n'aime pas les milieux ouverts, et c'est une façon de se protéger. Vous voyez qu'elle reste dans la zone enclose de haut. On recommence maintenant avec une souris axénique, c'est-à-dire sans bactéries. On l'a posée là, elle explore, elle regarde dehors, elle sort, elle circule, elle pourrait se prendre un coup de balai, elle se fait bouffer par un chat, elle traînaille, elle se penche. Alors si vous faites l'expérience avec vous, ne vous penchez pas, c'est dangereux. D'accord ? On se dit, est-ce qu'elle va rentrer et se protéger comme une souris normale le ferait ? Ben non. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est joli ces films, mais il y a une souris timorée et une souris aventureuse. C'est plus compliqué, parce que ces 2 souris sont 2 sœurs, nées axéniques, dont l'une des 2 a été retirée de la cage et évidemment est colonisée. Donc déjà, génétiquement, elles sont proches. Et deuxièmement, cette histoire-là, on peut la refaire sur des tas de couples, frères-sœurs de souris. Mais quand on fait ça sur plein de couples, on s'aperçoit que, d'un couple à l'autre, on observe des différences de comportement qui sont les mêmes. En particulier, les souris axéniques, elles restent moins longtemps dans cette zone centrale, là, la croisée, et elles sont beaucoup plus souvent dans la zone ouverte, ce qui est super dangereux. Elles ne se comportent pas pareillement. Alors les scientifiques qui ont fait cette étude ont ensuite essayé de regarder comment fonctionnait le système nerveux central de 2 façons. La première façon, alors les 2 sont atroces pour les souris. La première façon consiste à broyer le système nerveux en question et à récupérer les neurotransmetteurs, les composés qui au niveau des synapses communiquent entre les neurones. Et vous savez que ces neurotransmetteurs sont ensuite inactivés, ce qui fait cesser la communication entre les 2 neurones. Et quand on regarde le rapport de la forme inactive sur la forme active, qui est en fait dépendant de la vitesse de désactivation, on s'aperçoit que ce rapport est plus élevé chez les souris axéniques, quel que soit le neurotransmetteur. Ce qui veut dire que les souris axéniques, elles inactivent plus vite le neurotransmetteur. Alors vous allez dire, le lien avec ce qu'on a fait comme observation, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que le système nerveux ne fonctionne vraiment pas pareil. Et notamment, il y a une labilité, une brièveté du système du message synaptique qui est étonnante. Ensuite, on peut faire des tranches fines de cerveau et faire de l'hybridation in situ pour révéler l'expression de certains gènes du système nerveux. Mais en fait, quel que soit le gène qu'on étudie, il ne s'exprime pas pareil chez les souris axéniques et les souris normales, colonisées par des bactéries, avec microbiote. Regardez, là vous avez un marqueur de l'anxiété pour des souris normales ou axéniques élevé dans les mêmes conditions. Eh bien, le bilan, c'est qu'il s'exprime moins, ce marqueur, chez les souris axéniques. Et ça, c'est cohérent avec leurs attitudes risquées. C'est des souris qui sont qui réagissent moins en conditions anxiogènes, comme le fait d'être dehors et pas protégé par des cloisons. Là, un autre facteur, un autre gène, qui est un marqueur de plasticité synaptique, qui permet la réorganisation des synapses, quelque chose qui est très important dans la mémorisation. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est que ce marqueur de plasticité synaptique s'exprime moins dans les souris axéniques. C'est vraiment joli comme résultat, parce que ça va tout à fait dans le sens, même si ce n'est pas la seule explication, d'une chose bien connue qui est que les souris axéniques, elles mémorisent moins bien les choses. Par exemple, s'il y a un bouton rouge sur lequel il faut appuyer pour avoir de l'eau, une souris normale, il faut 8 jours pour apprendre, quand elle a soif, à appuyer sur le bouton rouge. Une souris axénique, il faut 8 jours de plus. Et ça peut en partie s'expliquer. Je ne dis pas que tout ceci explique les comportements, mais ça va dans le sens d'une explication de ces comportements, ça peut y contribuer, et ça montre, en tout cas, que quand on n'a pas de bactéries, un truc comme le système nerveux, qui est pourtant très loin des bactéries de la peau et du type digestif, ne se développe pas. Normalement, il y a beaucoup de littérature actuellement sur l'axe cerveau-intestin, qui est desservi par à la fois des molécules issues des microbes qui peuvent
remonter jusqu'au système nerveux, mais aussi par les nerfs qui vont du tube digestif jusqu'au cerveau et qui peuvent remonter des informations. Et puis par une troisième voie, les cellules du système immunitaire qui circulent dans l'organisme et qui peuvent ramener des messages depuis la peau ou l'intestin jusque dans le système nerveux central. Une voie immunitaire, une voie humorale et une voie nerveuse qui explique ces communications et qui signe définitivement que les animaux aussi dépendent vitalement pour leur nutrition, leur protection, mais aussi leur développement. Ils dépendent vitalement des microbes. Alors, vous allez me dire, bon, et nous dans tout ça, parce que c'est gentil ces histoires de souris. Alors nous, on a aussi un microbiote qui est dans toutes nos cavités et sur toutes nos surfaces et qui est fait notamment de 3 grands groupes de bactéries. Et ce microbiote contient autant de cellules microbiennes, c'est-à-dire surtout des bactéries et quelques levures, que nous avons de cellules humaines. Mais comme les cellules humaines sont plus grosses que les cellules microbiennes, eh bien, en total, vous avez 1 à 2 kg de microbes sur un individu de 75 kg. Ça ne prend pas beaucoup de place. Néanmoins, ça appartient, pour un homme standard, à 1000 à 2000 espèces. Et ça fait tout un tas de gènes qui peuvent contribuer à des fonctions qui élargissent les fonctions remplies par le seul génome de l'homme. Alors, cette dépendance est forte, et je voudrais maintenant m'intéresser quelques instants à cette image. Vous pourriez penser que c'est une image du lien de la mère à l'enfant, mais bon, les tout petits, les nouveau-nés, crient souvent, et ils crient surtout pour 2 raisons. Les premiers cris des enfants ne sont pas des cris de manipulation. La manipulation, ça attend d'un certain âge. Ils crient quand ils ont mal. Et ils ont mal, en fait, les nouveau-nés. Bon, et on entend qu'ils sont malades, mais à la base, ils ont surtout mal parce qu'en fait, ils digèrent mal, ils ont facilement mal au ventre, et ils attrapent souvent des diarrhées ou des perturbations intestinales, et bien parce qu'en fait, comme ils ont peu de microbes, leur digestion ne se fait pas très bien, et comme ils ont peu de microbes, ils sont facilement envahis par des microbes qui perturbent le fonctionnement de l'intestin. Or, il y a dans le lait maternel quelque chose qui va au-devant de ça. Dans le lait, il y a beaucoup d'eau, d'accord. Et dans la fraction solide du lait, il y a beaucoup de lactose, un disaccharide, qui est une source d'énergie. Il y a des lipides aussi. Il y a des protéines. Mais le troisième composé par ordre d'abondance, ce n'est pas les protéines, ce sont les oligosaccharides du lait humain. Et ces oligosaccharides sont doublement ennuyeux. La première chose, c'est qu'on n'arrive pas à les fabriquer industriellement, donc on ne peut pas en mettre dans les laits de synthèse. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, on ne savait pas très bien à quoi ils servaient parce que les enfants ne les digèrent pas. C'est pas digeste pour l'homme, ça. Pourtant, il y en a 15 grammes par litre. Et n'importe quel évolutionniste vous dira, si dans tous les laits maternels, il y en a 15 grammes par litre, vu ce que ça coûte à faire, s'il n'y a pas un intérêt, c'est pas possible que ça reste. C'est pas évolutivement stable. Le premier mutant qui les fait plus, il gagne de l'énergie pour faire autre chose. Par exemple, une lactose ou des lipides. Donc c'est sûr qu'il y a un rôle. Ce rôle, il a été trouvé, en fait, ça, c'est digéré par les bifidobactéries et certains lactobacilles. C'est un aliment à microbes qui va faciliter, parce que c'est un aliment pour lequel certains microbes vont être capables de se nourrir sans compétition avec l'homme. C'est un aliment pour microbes qui permet une colonisation rapide et intense du tube digestif par des microbes désirables. D'ailleurs, c'est bien connu que les enfants qui sont au sein, ils ont plus de bifidobactéries que les enfants qui ne sont pas au sein. Voilà, donc on sait aujourd'hui, en plus, que ces bifidobactéries, elles émettent de l'acide indole lactique, qui est un régulateur du développement du système immunitaire. Donc elles sont l'un, justement, de ces acteurs d'un changement de fonction du système immunitaire qui va être à la fois moins violent en réponse au premier stimulus, donc pas d'asthme, pas d'allergie, d'accord, et plus puissamment répondant à des stimulus pertinents. Donc en plus, ces bifidobactéries, au-delà d'être là et d'aider à digérer et d'aider à empêcher les indésirables de s'installer, par le biais de l'acide indole lactique, elles sont capables d'être les premières modificatrices, parmi les premières modificatrices du système immunitaire et de la mise dans un état fonctionnel optimal. C'est beau, hein? Parce que là, on a même le maillon moléculaire de cette histoire-là, l'acide indole lactique. C'est vraiment des choses absolument fabuleuses. Et qui est inscrit finalement en lettres de feu dans notre biologie et au cœur d'un acte qui est un acte qui est profondément émouvant. Ils inscrivent aussi l'émotion d'un lien au microbe. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut percevoir, c'est qu'en fait, on ne voit pas tout.
Et là, en plus, cet enfant, sur la peau de la mère, il est en train de prélever des bactéries qui font partie des bactéries qui vont inoculer son tube digestif, puisqu'à la naissance, le tube digestif est, semble-t-il, complètement vide. Alors le drame, c'est qu'à côté de l'utilité de ces microbes, nous, Européens, nous avons un microbiote qui est très peu diversifié. Pourquoi ? Parce que nous mangeons des aliments qui sont cuits ou nettoyés, parce que nous ne mettons plus dans la bouche, parce que ne touche pas ça, c'est dégoûtant, parce que, et quand vous regardez l'accumulation du nombre d'espèces bactériennes qu'on trouve en fonction de l'effort qu'on fait pour séquencer l'ADN microbien qui se trouve dans les selles d'individus, vous voyez que le nombre d'espèces augmente quand on fait un effort de séquençage de plus en plus important, mais on voit très bien que quand vous prenez des individus américains, états-uniens, d'accord, eh ben, ils ont toujours moins de bactéries que les individus de tribus amazoniennes très peu contactées, qui vivent d'une façon très peu occidentale, ou de tribus amazoniennes non contactées, c'est-à-dire qui vivent alors là sans aucune influence occidentale et avec des modes de vie complètement traditionnels. Vous voyez que le rapport est en gros, il y en a 1,5 fois moins dans les États-Unis. Et quand vous regardez la composition, au-delà de la quantité d'espèces, quand vous regardez quelles espèces sont là, alors voilà un diagramme en 3 dimensions où les points sont des individus, et dans ce genre de diagramme, plus les individus sont près, plus leur composition de microbiote est identique, plus ils sont loin, plus leurs microbiotes sont différents. Oui, parce que chaque individu a bien, vous avez vu, on trouve plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de microbes. Donc pour visualiser cette comparaison, on prend cette représentation, on voit qu'effectivement les États-Unis sont très éloignés en composition microbienne des tribus non contactées, et surtout, alors les tribus peu contactées, Guaïbo, Malawi, sont intermédiaires entre les non contactés et les États-Unis. Utiliser le microbiote pour des diagnostics précoces de ces maladies, parce que le bilan dérive avant que les symptômes apparaissent dans le temps, et deuxièmement, d'utiliser peut-être certains microbes pour soigner ces maladies. Bref, aujourd'hui, voilà un exemple le plus frappant de la façon dont la perte de biodiversité peut nous abîmer. C'est dans nos entrailles. C'est dans nos entrailles que la perte de biodiversité commence à nous abîmer. Et il est temps de retrouver de la saleté propre, c'est-à-dire ce degré de présence microbienne qui est nécessaire à notre bonne santé, mais une saleté qui est propre au sens où on ne laisse pas rentrer n'importe quoi et on ne laisse pas les maladies s'installer, on est d'accord. Et je reviens là-dessus, j'insiste, le programme de la saleté propre passe par la vaccination qui permet d'éviter que rentrent les maladies, les microbes indésirables et donc de s'exposer à une colonisation maximale. Le problème, c'est qu'on vit dans des réglementations et une image de la médecine que l'on dit pasteurienne, mais quand on lit bien Pasteur, c'est pas vrai. Pasteur avait dit qu'il pensait que les animaux exotiques n'existaient pas, qu'ils ne pourraient pas survivre. Bon, il s'était planté, mais il trahissait le fait que lui croyait vraiment que sans microbes, un animal ne peut pas vivre. Donc c'est pas la pensée pasteurienne, c'est la pensée réductionniste qui est issue de Pasteur. Et si je peux broder juste un petit peu, je pense que si les médecins étaient formés dans les facs de sciences, l'hygiène pasteurienne n'aurait jamais dévié vers les excès d'hygiénisme qu'on a actuellement. Parce que quelque part, on a perdu la pensée de Pasteur que les facultés de médecine ont été impuissantes à transmettre dans toute sa subtilité, qui est une subtilité scientifique, et que les études de médecine ont pourri de maths et de physique pour les examens, pour le passage et un tri. On n'a pas le temps d'être très subtil sur la vision du monde vivant. Je pense que je dis, je me suis déjà fait engueuler avec des patrons de fac de médecine. Le seul qui n'est jamais été d'accord avec moi, là, malheureusement, est un patron de fac de médecine qui est décédé récemment. Mais, peu importe. Vous voyez donc, très bien, je pense à qui je parlais à cette occasion-là, mais on ne va pas faire parler les morts. Le truc, c'est qu'effectivement, on a un problème, on a acheté le bébé avec l'eau du bain. Et ça persiste dans un truc comme ça. L'ANSES déconseille le lait cru pour les enfants de moins de 10 ans. C'est une décision qui surenchérit sur la précédente, une recommandation qui surenchérit sur la précédente, qui disait pas au-delà de 5 ans, pas avant 5 ans, et donc d'ailleurs dans les collectivités aujourd'hui on ne sert pas de fromage au lait cru, produit au lait cru au moins de 5 ans, alors que dans le même temps, l'étude de 2000 petits Européens, 200 par pays, soit 5 pays, et
dans chaque pays, soit à la campagne, soit à la ville, démontre, alors ça c'est un article en français qui est facile à procurer, je vous l'enverrai, ça démontre que les enfants qui consomment du lait cru ont 20% de dermatite atopique. Vous savez, cette irritation cutanée là, le tiers des enfants, alors que moi dans ma génération, la cour de récréation, on n'en voyait pas. Bon. 20% de dermatite atopique en moins, 25% d'asthme en moins, 60% de rhinite, otite à répétition en moins. Je rappelle que les fromages et les produits au lait cru héritent des microbes du lait et de l'environnement, et ils s'opposent aux produits pasteurisés, on détruit tout, et puis on occupe ça avec quelques microbes bien choisis, qui sont souvent bien choisis du point de vue du goût, de la couleur, de la texture, pour un fromage, mais dans lesquels on ne gère pas du tout les effets sur la santé. Et donc on vit avec des décisions qui sont des décisions toxiques. C'est-à-dire que pour éviter quelques intoxications aiguës, et au passage, je veux voir les morts, aujourd'hui, si on meurt d'infection liée à l'alimentation, c'est avec la viande. C'est pas du tout avec du fromage. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mort de fromage. Bon, il faut le dire, ça, quand même. Hein. Eh bien, alors même qu'il n'y a pas de mort, pour le risque de mort, on fait peser, pour éviter ce risque de mort, on fait peser sur les gens le risque d'une vie dégradée. C'est quand même énorme, hein, non? Alors, arrivé là, donc, il est l'heure de conclure. On en est à 1 heure d'exposé. Ça va, vous êtes toujours là? Oui, oui, oui. Je voudrais terminer en vous disant, je saute sur l'aspect civilisationnel et les aliments fermentés, mais vous doutez que les aliments fermentés, c'est une des sources en fait de contamination microbienne. Oui, j'ai déjà juste une petite parenthèse. On dit souvent, par exemple, un des trucs qui sort très nettement, c'est contre le stress, pour le bon fonctionnement du système immunitaire, le yaourt. On sait que les aliments fermentés sont très utiles. Alors, souvent les gens disent, ah bah oui, il y a des microbes dans les aliments fermentés, ils s'installent dans le tube digestif. C'est plus compliqué, parce que vivre dans la choucroute et vivre dans un intestin, c'est pas la même histoire. Et oui, c'est un petit peu comme si vous prenez votre plante de la garrigue et que vous la plantez au pôle Nord. Hein. Faut pas être naïf, non. Il est vrai que certains microbes de notre alimentation s'installent. Après tout, c'est comme ça que rentrent certains microbes, certains lactobacilles par exemple, oui. Mais quand vous avez un équipement microbien déjà diversifié, ça joue très peu. Donc, il y a un autre effet qui n'est pas décrit du tout. Alors ça, c'est l'effet probiotique. Le fait que certains microbes s'installent. Comment gérer ces microbes alors si c'est pas sur l'installation qu'on va le plus compter, même si ça joue un peu. En fait, il y a 2 effets. Il y a dans l'alimentation le fait de manger des fibres. Parce que les fibres, c'est des choses qu'on ne digère pas, mais que digèrent les microbes. On dit souvent que les fibres, ça améliore le transit. En fait, c'est vraiment con ça, quand on y pense. Parce que ça améliore tout, et notamment ça se traduit par un transit amélioré. Mais ça améliore tout. En particulier, ces fibres, elles nourrissent des microbes qui sont des microbes plutôt anti-inflammatoires, des microbes qui sont plutôt des bons régulateurs par rapport à l'installation de microbes indésirables. Bref, en fait, quand on mange des fibres, c'est exactement comme les oligosaccharides du lait humain à l'âge adulte. C'est des aliments pour les microbes et pour lesquels on ne rentre pas en compétition avec eux. Donc ça, c'est une autre façon de prendre soin de son microbiote. Mais je reviens aux aliments fermentés. Il y a une 3e façon de prendre soin de son microbiote, qui est une façon qui est peu décrite. Moi, j'appelle ça manger des fibres, ça s'appelle des prébiotiques. C'est des choses, des prébiotiques qui vont nourrir nos microbes. Donc il y a les effets probiotiques, qui jouent un peu sur les aliments fermentés. Les effets prébiotiques, alors ça, c'est des fibres, donc ça n'a rien à voir avec les aliments fermentés. Et il y a un 3e effet, qui est méconnu, qui est l'effet que moi j'appelle parabiotique. Cet effet-là, c'est que quand les microbes des aliments fermentés passent, ils perturbent la communauté microbienne, le microbiote qui est en place. Et cette perturbation pousse le microbiote vers une diversité qui est favorable. On sait que quand on mange du yaourt, les bactéries du yaourt ne s'installent pas, mais elles perturbent le microbiote de façon qui amplifie les microbes régulateurs du système immunitaire et diminue les microbes producteurs de H2S ou de molécules irritantes qui sont pro-inflammatoires. D'accord? Ça, c'est un effet assez peu connu. Le mot parabiotique est moi, donc vous pouvez l'oublier. Et c'est un des effets importants des aliments fermentés.
alimentés, c'est finalement, par leur présence, d'orienter le fonctionnement du microbiote résilient. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est quand même bizarre cette histoire, que pour des choses aussi importantes que le développement du système nerveux, le comportement, le développement du système immunitaire, ou même l'alimentation, on déborde de microbes. Parce qu'on pourrait imaginer que notre organisme sache faire les choses. Alors en fait, il y a deux grandes pistes que je voudrais vous donner par rapport à ça. La première, c'est que dans l'évolution, il y a deux façons d'innover. La première, vous connaissez bien, c'est la mutation, qui consiste de façon autogène, autonome, à acquérir de nouvelles fonctions. Après tout, il y a les azotes. Bon, après, il y a des bactéries qui fixent l'azote dans le sol, comme les azotobactères, les stock, et ils font ça tout seuls. Bon, ils ont appris ça par mutation, d'accord? C'est la suite de mutations qui sont devenues capables, ils ont appris des gènes capables de fixer l'azote. Mais les légumineuses, elles ont acquis la capacité de fixer l'azote en prenant des rhizobiums. Il y a deux façons d'évoluer, d'acquérir des nouvelles capacités. Soit vous les inventez par mutation, soit dans toutes les mutations que vous subissez, il y en a certaines qui permettent de faire ça, soit vous prenez quelque chose dans le milieu qui sait déjà faire le truc. Il y a deux façons d'évoluer, par mutation ou par association. D'accord? Sur le temps de l'humour, La Rochefoucauld disait qu'il y a deux façons de s'élever en société, par sa propre industrie, c'est-à-dire par son intelligence, ou par la bêtise d'autrui. Et ça, c'est joli, parce que ça me raconte le même programme. On peut se démerder tout seul, ou on peut compter sur les autres. Alors là, c'est un petit peu en creux quand même. Non, ce que je veux dire maintenant, le plus sérieux, c'est que la première chose, c'est qu'effectivement, dans l'évolution, des fois, on acquiert des fonctions en acquérant en fait des organismes qui les remplissent. Mais il y a plus. Je voudrais vous montrer que quand des espèces coexistent, or, nous coexistons depuis des générations avec des tas d'espèces de bactéries, cette coexistence peut entraîner des pertes de fonctions et créer des dépendances, même sans acquisition de nouvelles fonctions. Parce que là, ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut acquérir une nouvelle fonction en acquérant un partenaire, et donc on devient dépendant de ce partenaire. Mais là, c'est cette vision d'évolution comme un progrès ou une nouveauté. L'évolution, c'est pas que du progrès, c'est aussi la régression. Suivez-moi. Ceci est la représentation de deux espèces qui vivent dans le milieu. Il y a l'espèce rose et l'espèce grise. Il y a un collègue de l'école normale supérieure avec qui on a fait ces photos au jardin des plantes. Bien. Elles sont dans le même milieu, mais elles n'ont pas de relation. Imaginons que maintenant elles ont des relations et qu'elles sont toujours ensemble. Toujours ensemble. Soit parce que l'une parasite l'autre, soit parce que les deux parasitent une troisième, soit parce que les deux sont en bref, elles sont toujours ensemble. Et intéressons-nous au portrait, c'est la capacité à se tenir droit. Vous êtes d'accord que si j'enlève la grise, la rose va se tenir droit, si j'enlève la rose, la grise va se tenir droit. Mais maintenant qu'elles sont toujours ensemble, cette mutation-là est possible. Ça tient, la preuve, il n'y a pas de trucage. Alors là, si on tire la rose, la grise se tient droit, si on tire la grise, la rose se tient plus droit. Il n'y a rien qui a sélectionné ça. Je veux dire, ça ou ça, puisque si le couple est toujours formé, c'est neutre. Il n'y a pas de sélection là, c'est-à-dire. Pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut arriver à l'autre aussi. Et là, vous arrivez de nouveau à cette situation où le port vertical devient une propriété du couple, que n'a aucun des participants, vous voyez. Ça, ces propriétés émergentes, ça vient à la fois du fait que des fois, deux espèces se mettent à faire émerger une chante, mais des fois, elles perdent la capacité de le faire seul, tout simplement. Puis à la fin, on dit, ah, tiens, la capacité à se tenir droit est une propriété émergente. Dans ce cas-là, c'est surtout une propriété qui a régressé dans les parties, puisque le tout est toujours réuni. Vous voyez que là, il n'y a pas eu de sélection, c'est-à-dire il n'y a pas de nouvelles fonctions qui apparaissent, il n'y a rien de positif, simplement, parce que ça peut nous arriver plein de fois. Entre les fois où on a inventé des choses en s'étant d'autres espèces, et les fois où il y a une sorte de redondance fonctionnelle, une capacité à faire les choses à deux, là on les faisait nous historiquement tout seuls, on n'a plus perdre la capacité de le faire seul puisque c'est fait. C'est comme ça que la grande quantité de sérotonine dans l'organisme est synthétisée par les bactéries digestifs. Alors même que la sérotonine c'est important, puis ça rend heureux. Ok. Alors tous ces organismes que vous avez vus ne sont jamais seuls, parce qu'il y a derrière des microbes. Je vous ai épargné des microbes de l'alimentation, mais à peine, on a parlé très
rapidement. Alors ça pourrait presque être le titre d'un livre, voilà. Mais quel que soit le livre que vous avez envie de lire, il y a une leçon forte derrière. C'est que tous les organismes du monde sont dépendants d'autres organismes. Et au passage, parmi les dépendances, il y a beaucoup de dépendances plus petites que soi. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas découvert tout de suite. Mais il y a deux grandes leçons qui se mettent en filigrane, qui sont des leçons presque philosophiques. Cette notion de dépendance à d'autres espèces et cette notion de dépendance à la diversité qui est autour de nous. Et c'est vrai que là où c'est le plus abîmé, cette histoire-là, c'est peut-être plus en nous que dans les écosystèmes. Ça veut dire que les écosystèmes vont bien en termes de biodiversité. Mais bon, enfin, moi, par exemple, je suis un parasite du blé. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous aussi. On est des parasites du blé. On mange des grains de blé. Alors, on est peut-être plutôt des mutualistes du blé, parce qu'en même temps, on en recèle certains. Enfin, on a une dépendance forte au blé. Des fois, on refuse aux organismes le statut de vivant sous prétexte qu'ils sont très dépendants. On dit « Oh, ils ne sont pas dépendants parce qu'ils ne sont pas capables de se reproduire sans une cellule où ils font des virions. » Et vous êtes capable de vivre sans la photosynthèse? Vous êtes des parasites de cellules photosynthétiques. Alors ça se voit moins parce que vous ne vivez pas dans les cellules photosynthétiques. S'il n'y avait pas les cellules photosynthétiques, vous ne seriez pas là. Donc vous êtes des parasites de la photosynthèse. Vous y êtes. Et ça veut dire qu'on dénie des fois aux vivants là, le statut de vivant parce qu'il y a de la dépendance extrême. On dit oh bah non, les mitochondries ce n'est pas des bactéries parce qu'elles sont dépendantes à la cellule hôte. La bactérie de la peste, hein, c'est que dans les cellules hôtes. Donc il y a cette négation d'une propriété pourtant essentielle de tous les organismes vivants qui est d'être dépendants. Et derrière, d'avoir besoin d'une biodiversité qui existe à un moment donné pour réaliser ses fonctions. Et ça, c'est des leçons philosophiques qui doivent irriguer, je pense, les générations suivantes, pour pas qu'elles refassent les bêtises qu'on a faites, en pensant qu'on peut produire du blé en mettant que du blé dans un champ, qu'on peut se priver de tous les microbes parce que de toute façon, on n'en a pas besoin et que tous sont mauvais. Vous y êtes, il y a quelques bêtises qu'on ne fera pas si on arrive à transmettre ça à la génération suivante. Je suis désolé pour la génération suivante que cet exposé était un peu long et complexe par moment parce que c'était aussi pour des professeurs. Bon, je suis vraiment désolé, mais j'espère que vous aimerez mieux certains de vos microbes